Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes au rendez-vous de l'émission Débat sur l'éducation. Les acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle attendaient de leur hiérarchie la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la formation initiale des formateurs de l'enseignement technique dès la rentrée. Afin que, à l'image de ce que nous avons au niveau du ministère de l'enseignement primaire secondaire, le NFPE, École normale de formation des professeurs d'école, et les NES pour le secondaire. Aujourd'hui, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dispose d'une école de formation. Pour en parler, j'ai deux directeurs que j'aurai à vous présenter. Mais avant de les présenter, permettez que je vous lise le communiqué conjoint des deux ministres qui ont convenu de procéder ainsi pour formaliser, n'est-ce pas, ce cadre de formation des formateurs de l'enseignement technique. Le communiqué dit ce qui suit. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025 à travers le projet P10 qui vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation, il sera ouvert pour compter de l'année académique 2025-2026 à l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel INFPP, en collaboration avec l'Institut national des sciences de l'éducation de l'Université de Lomé, INCUL, pour les bacheliers d'un âge compris entre 18 et 30 ans, une licence professionnelle, formation des enseignants du secondaire technique et professionnel dans les spécialités suivantes: froid et climatisation, mécanique générale, mécanique automobile, plomberie et bâtiment. Un communiqué de l'Université de Lomé précisera la constitution du dossier de candidature qui seront à déposer au secrétariat de l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel INFPP, situé dans le quartier administratif derrière le palais des congrès de Lomé, tous les jours ouvrables du 14 juillet au 22 août 2025 de 8h à 14h30. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de l'INFPP, téléphone 22 11 07. Fait à Lomé le 7 juillet 2025. Pour le ministre de l'enseignement technique et l'enseignement supérieur, Kanka Malika Natchaba, et Isaac Tiagbe pour le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Alors, fidèles téléspectateurs, voilà le communiqué qui nous dit que la formation initiale va désormais commencer et c'est une très bonne nouvelle. Débat thématique, c'est dans un instant. Pour parler de cette bonne nouvelle, la formation initiale des enseignants de l'enseignement technique, je le disais, j'ai deux directeurs sur ce plateau, de ma droite vers ma gauche, M. Ingissa Kossi Émile, directeur de l'INFPP. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir Marcel. À ma gauche, j'ai M. Baramna Nyalimba. Il est le directeur de la formation professionnelle et de l'apprentissage DFPA. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir Marcel, et tous les plaisirs pour nous d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Dès les téléspectateurs, ils ne sont pas des nouveaux sur ce plateau de l'émission Débat Éducation. Ils ont commencé par des habitués depuis parce que je les avais déjà reçus pour parler de la formation de couturier des jeunes qui sont intéressés par plusieurs spécialités dont on a parlé. Mais aujourd'hui, c'est tout un autre sujet qui nous réunit. Bien, pour aller droit au but, monsieur le directeur, que dit la feuille de route gouvernementale en ce qui concerne la formation de qualité pour le sous-secteur de l'ETFP? La feuille de route gouvernementale pour le Togo qui couvre la période 2020-2025 ambitionne pour le secteur de l'éducation en général une éducation de qualité, accessible à tous et qui est calée sur le marché du travail. C'est l'ambition que la feuille de route a pour le secteur de l'éducation. Et qui dit ambition dit déclinaison en axes prioritaires et en projets.
Et pour notre secteur de l'éducation, il y a 2 projets prioritaires qui sont le projet P9 et P10. Le P9 s'attaque à la question de l'accès et le P10 s'attaque à la question de la qualité. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure dans le communiqué que vous avez lu, que le gouvernement a mis la bouchée double afin que tous ceux qui se préparaient à l'INFPP depuis un certain temps puissent arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous savons que chaque année, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels, surtout le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation, organise des revues sectorielles. Est-ce qu'une telle décision est en lien avec les recommandations de la revue? Chaque année, il y a toujours des rencontres pour faire des revues, surtout au niveau de l'éducation. Et ces revues sectorielles regroupent l'ensemble des acteurs donc, intervenant dans le système éducatif pour repenser, faire l'état des lieux et faire des recommandations évoluer. Donc, bien avant même ces revues, il faut rappeler que dans le plan sectoriel même de l'éducation, il y avait déjà cet objectif qui était ressorti. Il était question vraiment d'agir sur l'efficacité et la qualité de la formation. Et lorsque nous parlons de la qualité de la formation, l'une des actions à mener, c'est la formation initiale donc des enseignants. Et je vais même rappeler qu'en dehors des recommandations des revues sectorielles, ça répond même à un besoin du statut particulier de l'enseignement, qui a prévu en son article 14 qu'en plus des conditions générales d'accès aux emplois publics prévus par le statut général de la fonction publique togolaise, nul ne peut être recruté comme enseignant ou formateur s'il n'a suivi une formation professionnelle initiale sanctionnée par un diplôme d'aptitude à la fonction enseignante dans une institution agréée. Donc ça répond vraiment à l'objectif, à toute la vision du statut particulier de l'enseignement. Par rapport au plan sectoriel, j'ai une anecdote. Je me rappelle, vous savez, le plan sectoriel a été élaboré en 2010 et a été révisé sur la période 2013-2014. Et la revue de 2013, si j'ai bonne mémoire, a été présidée par le professeur Sedjuro, qui était revenu en vacances et qui a été sollicité donc, pour conduire la revue. Et il y avait eu, disons, des exposés sur ce qui se faisait à l'époque dans les ENI et ce qui se faisait à l'ENS. Et je me rappelle que c'est la coalition qui avait souhaité savoir qu'est-ce qui se faisait pour l'enseignement technique et la formation professionnelle en termes de formation des enseignants. Et le professeur Sedjuro avait insisté pour que dans les recommandations de la revue, on intègre des actions pour qu'aux prochaines revues, il y ait suffisamment d'avancées sur la question de la formation des enseignants et des formateurs de ce secteur. Et la révision du plan sectoriel de cette période a consacré un élément important, je cite, qu'à ce titre, la stratégie vise à mettre en place un dispositif de formation initiale impliquant les INFPP, l'INSI, l'École supérieure d'ingénieurs, à l'époque devenue EPL aujourd'hui, et l'INSEE. Donc, dans le plan sectoriel 2014-2025, il y avait déjà eu cet élément qui a été marqué. C'est ce qui a permis à l'UNESCO, avec le projet KPD, d'accompagner les NPP à travers d'abord tout ce qu'il y a comme action stratégique et pour qu'on soit arrivé à ce point cette année. C'est ça. Je le rappelle encore, il a fallu qu'avec la feuille de route, qu'on nous donne un coup de pouce, le gouvernement porte l'action et qu'on soit en train d'évoluer, toujours en lien avec la politique enseignante qui a été élaborée en 2018. Bien, les téléspectateurs, nous allons parler du plan sectoriel de l'éducation. Nous allons vous permettre de revivre un des reportages d'une des revues du plan sectoriel de l'éducation. C'est un rendez-vous annuel devenu incontournable dans l'agenda du système éducatif togolais. Ministère sectoriel, partenaires techniques et financiers, institutions nationales. Tous sont à nouveau réunis pour faire le point. Objectif, passer au crible les actions menées en 2023 et 2024, analyser les résultats et surtout identifier les défis qui freinent encore l'émergence d'une école plus performante. Le secteur avance. Nous avons tous réalisé des sauts quantitatifs et qualitatifs
conformément à la feuille de route gouvernementale élaborée et déroulée sous l'autorité du président du Conseil, son Excellence fort et son éminent Niassimi. De 2000 à 2025, nous avons progressé par la construction de 7000 salles de classe sur une projection de 14 000. En 2020, il y avait un inspecteur pour 5 inspections, 6 inspections. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés dans les clous qui sont en vigueur au niveau des instances internationales. Beaucoup d'enseignants recrutés. Des avancées, il y en a. Des efforts aussi. Mais sur le terrain, l'objectif d'une éducation réellement inclusive, équitable et innovante reste un cap à atteindre. Et chacun ici est invité à l'introspection. Qu'est-ce alors être inspecteur en cette période bien déterminée? Qu'est-ce alors être conseiller pédagogique? Qu'est-ce alors être directeur régional? Qu'est-ce alors être enseignant? Être parent et élève? Avions-nous suffisamment investi dans l'école? Je crois qu'il y a encore des marges que nous devrions gagner. De la même manière, nous devrions penser au devenir de nos formes. À l'issue de cette 10e revue sectorielle, des recommandations claires seront formulées. Leur mise en œuvre pourrait bien redessiner les contours d'un système éducatif plus fort, plus juste. Avant que cette décision ne soit concrétisée par ce communiqué que nous avons lu et qui va prendre effet dès la rentrée 2025-2026, en quel termes se posait le problème de la formation des enseignants? Comment vous prenez de toute façon pour disponibiliser les formateurs au niveau de l'enseignement technique, la formation professionnelle de l'apprentissage? Merci Bassel. Vous savez, je dis souvent au sein du secteur que nous, en tant que INEPP, nous sommes les bras opérationnels des décisions qui sont prises par les directions de formation. Et si vous permettez, mon ami Étienne va un peu dire quel était le défi à relever et pour lequel aujourd'hui l'INEPP est obligé ou bien est appelé à se mettre en action pour qu'on puisse résoudre le problème. D'accord, monsieur le directeur. Voilà. Pour nous, cette décision est assez salutaire parce que ça vient lever un certain nombre de défis. Défis d'abord en termes de nombre de formateurs dans certaines spécialités où vous ne pouvez pas avoir des formateurs en nombre suffisant pour assurer la formation dans certaines spécialités qui étaient si rares. Et défi en termes du fait qu'il y a même des spécialités où vous ne disposez même pas de formateurs. Vous lancez et le dernier concours ou la majorité des concours lancés pour le recrutement des fonctionnaires enseignants l'ont démontré par rapport aux études qui ont été faites. C'est que tu prends par exemple la plomberie, vous lancez, vous cherchez des formateurs de niveau BT, de niveau BTS, de niveau licence, vous n'en trouvez pas. Et ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de la faute des citoyens, c'est parce qu'il n'y avait pas d'offres disponibles donc, pour former des gens à ce niveau. Vous prenez les sections comme la menuiserie ou toutes les sections qui ont été proposées pour cette vague qui va démarrer. Il y a des niveaux donnés où quand vous lancez, le nombre de personnes à s'inscrire pour le recrutement est réduit. Et donc, ça pose énormément de problèmes. Ou alors, vous recrutez des gens qui vous viennent, le plus grand temps, c'est peut-être 1 mois d'immersion pédagogique pour qu'ils puissent réellement renforcer leurs capacités dans le domaine pédagogique. Et c'est juste après ça qu'ils vont sur le terrain pour être en face des apprenants. Et alors, avec toutes les approches pédagogiques qu'il y a un problème d'adaptation. Ce n'est pas si aisé. Et ce n'est pas de la faute du formateur, c'est parce qu'il n'a pas reçu une formation initiale en didactique, en pédagogie, et il n'a pas été aussi, disons, recyclé dans son domaine même par rapport à son métier sur le plan professionnel pour avoir toute la capacité de s'adapter à l'évolution technologique. Aujourd'hui, il y a des machines sur lesquelles ce n'est pas évident que le formateur, bien qu'il soit de la spécialité technique, puisse se retrouver aisément. Mais s'il n'est pas formé
à l'utilisation de cette machine, c'est que c'est compliqué. Donc les défis à relever étaient grands. Pour nous, ça vient à point nommé nous aider vraiment à résoudre ce problème, non seulement de nombre, mais ce problème aussi de compétences qui se posait. Tout à fait. Et peut-être pour aller dans le sens de mon collègue Étienne, il a dit, nos collègues enseignants font un travail formidable sur le terrain parce que n'étant pas formés à la base comme formateurs ou enseignants, ils font un travail assez louable. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de leur donner les outils pour que, en choisissant le métier d'enseignant, tu puisses vraiment l'exercer en toute aisance et faire en sorte que tu puisses jouir de tout ce qu'il y a comme la joie de ton métier. Les gens vont se demander pourquoi l'INFPP. C'est peut-être là la question. L'INFPP, c'est comme on dit, l'INFPP sort du CNPP, Centre national de perfectionnement professionnel, et la loi de 1983 qui a révisé, disons, le cadre juridique institutionnel de l'INFPP, en passant de CNPP à INFPP, lui a confié la mission de formation des formateurs des centres de formation du pays. Donc depuis 1983, il y a eu des périodes où l'INFPP a travaillé à cette formation initiale. Je me rappelle qu'il y a une cohorte qui a été formée avec l'appui de la coopération allemande, GTZ à l'époque, et l'INFPP était impliqué dans un dispositif qui était piloté de la même manière avec l'INSI à l'époque, l'INSEE également, et l'INFPP qui avait joué un rôle sur la formation au métier. Et donc, cette formation date de 1991. Ceux qui ont été formés dans ce cas aujourd'hui, la plupart sont soit dans des sociétés ou ceux qui nous restent sont dans des niveaux de gouvernance du système. Et donc, en voulant revenir sur ce travail, comme je l'ai dit, l'UNESCO, à travers le projet KPD de 2017, en allant vers 2020, a quand même fait un petit diagnostic de notre ministère et s'est dit, si on renforçait, disons, cette mission de formation des formateurs à l'INFPP, ça pourrait lui donner les outils pour jouer un rôle d'ingénierie dans l'organisation de tout le dispositif. Donc c'est pour cela que nous y sommes aujourd'hui. Alors, dans le communiqué que nous avons lu, le communiqué conjoint des ministres Kanka Malik Natchaba de l'enseignement supérieur de la recherche et Isaac Tiagbé du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, il est question d'une licence professionnelle. Voilà, parce qu'à l'université, on parle souvent de licence professionnelle et de licence fondamentale. Alors pour le commun du mortel, est-ce que vous pouvez éclairer un peu pour qu'ils puissent comprendre la différence qu'il y a entre les deux et pourquoi le choix a été porté sur la licence professionnelle en ce qui concerne ceux qui vont s'inscrire pour cette formation initiale? En réalité, ce que nous faisons aujourd'hui est déjà acté dans la politique enseignante du Togo, où désormais, pour enseigner au niveau du secondaire, que ce soit le secondaire général ou technique, vous devez avoir une licence professionnelle d'enseignement ou un master pour ceux qui sont au secondaire ou dans les lycées techniques. Nous sommes d'accord que l'enseignement, c'est un métier. Et à partir du moment où nous parlons de métier, il faut donc une licence professionnelle et non une licence académique, une licence classique qui conduit dans le processus LMD. La licence professionnelle vous donne la main, vous devez vraiment être formé au métier, c'est de ça qu'il s'agit. Donc désormais, ceux qui vont rentrer dans cette licence vont être formés au métier d'enseignant. Monsieur Diateur, un complément? On a préféré rester dans une logique de licence professionnelle parce que pour être un enseignant ou un formateur de qualité, il faudrait que le métier pour lequel vous enseignez, vous ayez tous les éléments et tous les arguments nécessaires pour être face aux apprenants qui veulent découvrir et qui veulent aussi développer le même savoir-faire que vous, formateurs. Donc, en allant vers une licence professionnelle, c'est la chose la plus adaptée et qui va donner plus de possibilités à ceux qui vont réellement intégrer ce parcours de licence professionnelle, d'être très à l'aise et très à même de donner tout ce qu'il faut aux apprenants. Parce que ce que nous poursuivons ici, c'est vraiment les apprenants. Les apprenants qui sont les bénéficiaires. Un bon profil de sortie. Voilà, un bon profil de sortie. C'est un détail technique. Ça me vient, c'est que pendant qu'on élaborait les offres de formation, il y avait 3 grandes dispositions qui ont été prises. Ces formateurs seront formés pour ce qui est du génie pour 30 crédits et pour ce qui est du métier pour 90 crédits
et pour ce qui est de tout ce qui est pédagogie de 60 crédits. Donc vous voyez un peu qu'on va mettre l'accent sur le génie, on va mettre l'accent sur le métier et on va mettre l'accent sur tout ce qui est pédagogie. Donc c'est vraiment des professionnels qui vont sortir et on aura sûrement dans nos classes des sœurs et frères aguerris pour le métier d'enseignant ou de formateur. C'est ça. Dans les réponses précédentes à certaines de mes questions, vous avez fait allusion pas seulement à l'INSEE, mais il y a d'autres instituts de formation qui vont apporter leur expertise. Oui. Pourquoi vous avez jugé nécessaire de les associer forcément à l'INSEE pour développer cette formation? En réalité, les plus hautes autorités nous ont instruit pour mettre une machine nationale en place. C'est-à-dire qu'il y a déjà des investissements qui ont été faits dans beaucoup de structures et l'idée c'est de capitaliser avec tout ce qui se fait déjà. Nous prenons aujourd'hui l'AED qui pilote... L'AED, c'est quoi? L'AED, c'est l'Agence d'éducation et développement qui pilote les instituts de formation en alternance pour le développement, les IFAD. Et donc, nous avons signé une convention de partenariat avec l'AED pour profiter de tout ce qu'il y a comme plateau technique dans les IFAD. Si nous prenons le métier de plomberie, le métier de maçonnerie, et déjà, dans notre projection, c'est de travailler fortement avec l'IFAD bâtiment qui est à Didogomé. Nous avons signé également une convention de partenariat avec le CFMI. Et il y a des métiers du CFMI qui vont être, notamment la mécanique générale et la plomberie également, ils ont des dispositifs là-bas. Et nous avons signé un partenariat avec le CERFER. Vous connaissez le CERFER, c'est le centre d'entretien, centre de formation pour tout ce qui est métier d'entretien routier, qui est une institution des pays de l'entente. Mais nous avons la chance, l'institution se trouve au Togo. Donc on a signé cette convention pour tout ce qui sera du métier. Mais au sein de l'université de Lomé, en dehors de l'INSEE qui porte les aspects de la pédagogie, il y a l'EPL qui porte les aspects de génie. Et donc l'EPL sera fortement impliqué dans tout ce qui est aspect génie, tout ce qui est conception, tout ce qui tourne autour de génie dans le métier. Et après, les autres institutions partenaires dont nous avons parlé vont accompagner l'INFPP dans ce sens. En fait, le dispositif que nous avons et que nous mettons en place est dans la dynamique de capitaliser les ressources que l'État a investies dans d'autres structures. Et au niveau de la formation professionnelle, le directeur peut le préciser, nous avons peut-être au bas mot une trentaine de spécialités et nous ne pouvons pas imaginer mettre en place dans une institution 30 spécialités. Mais nous pouvons travailler avec d'autres institutions du pays à faire en sorte que ces métiers puissent être formés. Et dans la projection que nous avons, nous disons, pendant que l'État décide de créer une nouvelle spécialité, nous pouvons déjà travailler pour disposer des formateurs, peut-être pour accompagner la nouvelle spécialité dans un dispositif d'ingénierie qu'on met en place. Mais plus tard, l'institution là sera le centre de formation des formateurs. Nous mettons l'ingénierie en place, mais on va utiliser les acteurs du terrain dans les métiers pour accompagner la formation. On va aborder maintenant les fondements qui justifient le choix des spécialités. Il y a froid, climatisation, mécanique générale, mécanique automobile, plomberie et bâtiment. Voilà. Et comme l'a dit le directeur Nguissa tout à l'heure, c'est vrai, vous avez beaucoup de spécialités, mais le choix a été porté spécialement sur ces filières particulières. Quelles sont les autres raisons en dehors de ce que vous avez dit? D'accord. Les autres raisons, c'est d'abord le fait que pour certaines spécialités là-dedans, par rapport au niveau d'entrée en tant que formateur, c'était difficile d'avoir des formateurs lorsque les concours sont lancés de ce niveau. Alors, si vous voulez agir sur la qualité de la formation, il faut aussi agir sur les profils d'entrée des formateurs. Donc, c'était fondamental à ce niveau. Et l'autre aussi, c'est qu'il y a certaines spécialités par rapport à l'évolution technologique. Nécessairement, vous ne pouvez plus aujourd'hui former ou continuer par former les apprenants comme si nous étions encore à une étape où en mécanique auto, en mécanique générale, où les machines qu'on utilisait avant sont encore là. Il y a eu assez de progrès, assez d'avancées technologiques. Et alors là, si vous ne formez pas un vivier de professionnels capables de maîtriser tout ce qui entoure cette évolution technologique et d'apporter la réponse adéquate aux problèmes de la société, ça va être un souci lorsque les formés sortiront, parce qu'ils seront formés mais ne seront pas suffisamment outillés pour s'adapter aux besoins de la société.
puisque le problème fondamental de la formation professionnelle, c'est d'apporter une réponse aux préoccupations de la société. Et aujourd'hui, quand vous prenez la mécanique automobile, la mécanique générale, vous prenez la plomberie, vous prenez le génie civil, c'est des domaines où il faudrait agir et agir rapidement. Donc, disons qu'il y a eu une analyse qui a été faite et il fallait commencer nécessairement pour la phase pilote par un petit nombre de métiers, mais il fallait choisir fondamentalement les métiers dans lesquels les besoins se faisaient sentir très rapidement. C'est ça. Avant que le directeur Nguissa n'intervienne, il avait parlé de la convention qui avait été signée avec les autres institutions de formation. On va suivre le reportage avant de revenir sur ce plateau. 3 conventions de partenariat entre l'Agence Éducation Développement AED, le Centre régional de formation pour l'entretien routier CFR et le Centre de formation aux métiers de l'industrie CFMI. Le ministère de l'Enseignement technique veut ainsi mettre un accent particulier sur la formation des formateurs de l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, INFPP. Le but, améliorer la qualité du système de la formation technique au Togo. En tant qu'institution, centre de ressources industrielles de la place, nous sommes ici en premier plan pour apporter notre contribution, le génie du CFMI pour soutenir cette initiative qui doit permettre de former cadres d'enseignants de qualité qui doivent desservir le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage au Togo. Pour garantir l'adéquation formation-emploi, il était nécessaire de prendre en compte l'existence de l'AED dans le système global pour non seulement partager les expériences acquises, mais aussi pour une certaine mutualisation des ressources. La part du CERFER, c'est de pouvoir partager les ressources disponibles. D'abord les ressources humaines en termes de formateurs et ensuite nos laboratoires dans lesquels les formateurs peuvent avoir une formation pratique. Pour cette phase pilote, 5 spécialités sont prises en compte. Le choix révèle d'une analyse des métiers ayant une faible attractivité lors des concours de recrutement. Les 5 spécialités qui sont choisies pour démarrer la phase pilote sont en lien avec une analyse qui a été faite au sein du sous-secteur de l'ETFP. Parce que, vous savez, le gouvernement fait d'énormes efforts pour recruter très régulièrement, disons maintenant pratiquement chaque année, des enseignants et des formateurs. Et il y a des spécialités sur lesquelles les niveaux attendus ne trouvent pas de candidats. Je prends la plomberie par exemple, où jusqu'à présent, même si on demande d'avoir le niveau brevet de technicien, on ne trouve pas de candidats. Et donc, c'est ce qui a orienté le ministère dans le choix de ces 5 spécialités qui sont dans une phase pilote, notamment dans les métiers comme le froid et climatisation, la plomberie, la mécanique générale, la mécanique automobile et également tous les métiers des grosses œuvres en bâtiment. Ce partenariat va durer 3 ans avec un renouvellement tacite. La démarche va à terme couvrir l'ensemble des spécialités de l'enseignement technique. Elle devra aboutir au développement du réseau de partenariat de l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, INFPP. Monsieur le directeur Nguissa, en dehors des autres institutions qui vont intervenir pour appuyer l'INFPP et l'INSEE, vous n'avez pas dit ce que l'INFPP, votre institution, va faire concrètement dans ce travail. Aujourd'hui, le besoin du ministère, c'est l'INFPP qui est, disons, la cheville ouvrière de toute l'ingénierie qui se met en place. Et nous avons nous-mêmes des spécialités en interne. Par exemple, l'INFPP a la spécialité mécanique automobile. Nous avons la spécialité électrotechnique. Nous avons souhaité que cette spécialité soit retenue pour la première phase pilote, mais le ministère avait ses priorités. Donc, ce qui fait que nous avons seulement la mécanique automobile qui est prise en compte dans cette phase pilote. Et la phase pilote a été vraiment décidée par le ministère qui avait les priorités dans les différents métiers. Mais l'INFPP sera le cadre de la formation. L'équipe technique qui a été mise en place et qui travaille toujours à cela et qui est pilotée par le professeur Akako Mado, directeur de l'INSEE, et qui a en son sein les autres ministères. Nous avons le ministère du Travail qui est représenté dans cette équipe technique et d'autres institutions de l'université, notamment l'EPL et la DAS qui accompagnent le processus. L'INFPP sera un peu le cadre de la formation. Nous devons offrir les salles de cours et tout le reste.
Et nous travaillons déjà avec nos institutions partenaires à faire en sorte que quand les étudiants seront à leur niveau, puissent aussi avoir le cadre agréable pour le travail. Donc voilà, c'est toute l'ingénierie qui se fait à l'INFPP. Ce qui a été proposé par l'équipe technique et qui est acté par les ministres à travers le communiqué, c'est que les étudiants vont s'inscrire dans un premier temps à l'INFPP, qui va les réinscrire à l'université de Lomé. Ils vont avoir des diplômes de l'université de Lomé. À la sortie, la licence professionnelle sera délivrée par l'université de Lomé, parce que nous n'avons pas voulu rentrer encore dans le débat de diplôme et tout ce que ça comporte. Le dispositif existe déjà. L'INSEE a déjà la main sur la question. L'INSEE forme depuis plusieurs années des professeurs de lycée et a ouvert même des licences professionnelles dans certaines nouvelles matières d'enseignement général. Et donc, c'est pour cela que nous nous retrouvons vraiment à l'aise avec l'INSEE qui, vraiment, pour nous, porte la question de la pédagogie et de la qualité à cœur au niveau de l'enseignement supérieur. Voilà. Fidèles téléspectateurs, voilà, je suis à ma droite, c'est le directeur de l'INFPP. Pour ceux qui ne connaissent pas cette institution de formation, on va faire juste un clin d'œil dans ce reportage pour mieux découvrir l'INFPP dans toute sa composante. On a plusieurs atouts. Pour être formé à l'Institut, on a des formateurs qui sont qualifiés et chevronnés. Au-delà, nous avions aussi les infrastructures, sans oublier le partenariat très avancé qu'on a avec certaines institutions de la place qui sont engagées à appuyer cette première phase. Et nous pensons que cela restera un succès. Nous avons les métiers traditionnels que nous déroulons à l'Institut, en l'occurrence la chaudronnerie, l'électrotechnique et la mécanique automobile. Sans oublier la mécanique générale où nous faisons la production. En ce qui concerne les ateliers, on a l'atelier de chaudronnerie dans lequel nous sommes. On a aussi l'atelier d'électrotechnique et l'atelier de la mécanique automobile et enfin l'atelier de la mécanique générale. Pour la qualité de l'enseignement, il va falloir vraiment que, avant de tenir la craie dans une école de l'enseignement technique, il faut passer par l'INFPP. Directeur Barabna, la durée de la formation et si les candidatures féminines sont encouragées. Oui, je commence par la dernière question. Aujourd'hui, dans notre sous-secteur, le souci permanent de tout le ministère et de tous les acteurs, c'est d'inverser la tendance et de faire intéresser les métiers entre-temps dits d'hommes aux femmes. Et nous nous réjouissons parce que dans nos écoles aujourd'hui, dans nos centres de formation, il y a beaucoup de jeunes filles qui s'intéressent à ces métiers du domaine purement industriel. Et c'est une fierté pour nous. Et donc pour la même chose et par rapport à cette formation qui va s'ouvrir dès la rentrée prochaine, c'est que les femmes sont fortement attendues. Elles ont la capacité, vous ne pouvez pas vous imaginer, de faire des choses formidables, parfois plus que les hommes, là où on ne les attend pas. Et c'est peut-être parce que on sous-estime encore cette capacité de la gente féminine à pouvoir travailler dans un environnement où il n'y a que les hommes. Et du coup, il y a une peur de l'inconnu, mais on peut vous rassurer les femmes que toutes les dispositions sont prises parce qu'aujourd'hui, la question d'inclusion nécessite fortement qu'on prenne en compte le genre. Et quand on parle du genre, c'est à la fois l'homme et la femme. Et donc, c'est une formation ouverte vraiment aux deux sexes. Et nous estimons qu'on aura plus de femmes dans ces inscriptions. Ok. Avant que vous ne répondiez à ma deuxième question qui porte sur la durée de la formation, on va suivre encore un reportage sur ce que vient de dire le directeur Barabna tout à l'heure. Vous savez que depuis 4 ans, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage organise la semaine de l'ETFP. On va suivre certains d'entre eux avant de revenir sur le plateau. 4e édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est le centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle CRETFP de Kara qui a accueilli les activités du lancement national de cette 4e édition. La semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est une initiative qui donne l'occasion aux apprenants, mais aussi aux enseignants de chaque établissement et centre de formation de faire valoir leur esprit de créativité, leur savoir-faire et leurs compétences. Chaque année avec son thème. Pour cette 4e édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les échanges portent sur le thème «
l'alternance, un modèle gagnant pour les entreprises et l'employabilité des jeunes. Pour les jeunes, c'est une occasion de se former tout en acquérant une expérience professionnelle significative, favorisant ainsi leur employabilité et leur intégration rapide sur le marché du travail. Pour les entreprises, c'est une opportunité de former des talents selon leurs besoins spécifiques, d'optimiser leur recrutement et d'accroître leur productivité grâce à des jeunes qualifiés et immédiatement opérationnels. En procédant au lancement officiel de cette 4e édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre Isaac Thiakpé a relevé que l'événement met en lumière l'enjeu majeur que représente le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et souligne la place centrale qu'il occupe dans la transformation de l'économie du pays. Au nombre des activités au programme de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle figurent en bonne place les expositions-ventes, les concours de talents dotés de prix et les panels d'échange sur diverses thématiques. Monsieur le directeur, la durée de la formation. Oui, parlant de la durée de la formation, puisque c'est une formation qui se déroule dans les mêmes conditions que les autres licences offertes par l'université de Lomé. Donc du coup, ça fera 3 années de formation sur 6 semestres. Donc ce serait dans les mêmes conditions que les licences qui sont en train d'être offertes ou présentées par le public. Donc 3 années, vous avez votre licence professionnelle qui vous permettra d'intégrer le marché de l'emploi, mais dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Monsieur le directeur Nguissan, avant le démarrage de cette formation, bientôt à la rentrée sur la base du communiqué conjoint des 2 ministres, quelles ont été les étapes préparatoires? Tout a commencé par le choix des spécialités que le ministère voudrait véritablement voir dans la phase pilote. Et après, une équipe technique a été mise en place. Je l'avais déjà dit. C'est donc l'équipe technique qui a travaillé à ce que nous puissions avancer dans le processus. Mais un élément important qui est venu marquer ce processus, c'est la signature d'un arrêté interministériel. Un arrêté qui a été pris conjointement par le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et le ministre de l'Enseignement technique, formation professionnelle et apprentissage, qui organise la formation initiale des formateurs à l'INFPP en collaboration avec les universités publiques du Togo. Au fait, ce qui a été dans le débat que nous avons eu au sein de l'équipe technique, c'était dans un premier temps d'aller directement sur une convention avec l'université de Lomé, entre le ministère et l'université de Lomé, mais c'est plutôt l'université de Lomé qui a orienté les débats en disant si vous voulez former demain à Kara, est-ce que vous allez reprendre la même chose? Et donc du coup, l'idée a été de signer cet arrêté interministériel qui fait en sorte que l'INFPP pourrait avoir la possibilité, si le besoin lui est exprimé par le ministère, de s'approcher des institutions d'une université, de travailler avec les institutions pour faire cette formation. D'ailleurs, il y a l'université de Kara qui s'active déjà. Si on n'était pas dans une phase pilote, parce qu'on veut d'abord une phase pilote pour voir comment la machine fonctionne, quels sont les réglages à faire. Et donc probablement à la rentrée suivante, nous allons, après le lancement à Lomé, nous allons commencer à travailler avec l'ISPO à Kara pour travailler effectivement à la formation dans ce niveau aussi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Après cette phase, il y a eu la phase où le ministère de l'Enseignement technique, le ministre a signé un arrêté qui fixe les frais de formation. Je voudrais saluer toute l'action du gouvernement dans ce sens parce que les débats ont été suffisamment portés par l'équipe technique qui ont proposé les frais de formation. Il y a eu un arbitrage au niveau du ministère pour fixer ces frais de formation qui, avec, je peux dire, une grande subvention parce que nous sommes dans la formation technique et professionnelle industrielle, ça coûte quand même de l'argent, mais le gouvernement, le ministère a œuvré à ce qu'on puisse avoir des frais abordables et faciliter, disons, l'accès à la formation de beaucoup de nos jeunes frères et jeunes sœurs. Nous avons travaillé à préparer ce communiqué. Les conventions qui ont été signées. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur tous les aspects de la communication, informer la jeunesse, surtout avec les nouveaux bacheliers, leur demander de pouvoir venir vers ces formations. Il y a un truc qui nous a fait un peu rire pendant qu'on préparait les travaux au niveau de l'équipe technique. Il y a un professeur de l'équipe qui dit « Mais Nguissan, vous croyez qu'avec tout ce que vous mettez comme métier dans cette formation, vous croyez que les jeunes vont enseigner, ils risquent d'aller créer leur entreprise ?» Et on leur a dit non, ce qui est sûr, le métier d'enseignant,
continue d'avoir de l'attrait, parce qu'à travers la politique enseignante, avec tout ce qui se fait aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au métier de l'enseignement, donc on n'a pas peur du tout. Donc voilà tout ce qui a été fait. Les étapes à venir, c'est que les inscriptions sont ouvertes. Déjà, il y a beaucoup de jeunes qui visitent l'Institut. Certains viennent voir s'il y a des précisions et tout ça. Et dans les étapes à venir, nous travaillons pour que, à la rentrée prochaine, disons au niveau de l'université, les cours commencent chez nous également. Tout à fait. Fidèles téléspectateurs, nous savons que pour une formation de 3 ans, avec la qualité véritablement exigée, cela nécessite des coûts. Voilà, le nerf de la guerre. Alors, M. Nguissan, c'est vous qui êtes le directeur de l'INFPP. On veut savoir quelles sont les sources de financement qui vous permettent de réaliser ce projet. Avec les orientations du gouvernement, je peux dire qu'aujourd'hui, l'INFPP est accompagné par des partenaires sur les aspects de la restructuration de l'Institut. Nous avons la GIZ qui nous accompagne sur tout ce qui est soft, mais il y a la KW qui est en train de nous accompagner pour que le site de Kara soit complètement reconstruit et que le site de Lomé soit restructuré. Ça, c'est tout ce qui est hard, qui est en train de se mettre en place. Mais le gouvernement joue énormément sa partition. Nous sommes en train de... Le ministère a déjà fait des démarches auprès du ministère de l'économie et des finances pour voir dans quelle mesure on pourrait relever la subvention de l'Institut pour permettre de pérenniser cette formation. Mais le ministère a également obtenu la possibilité que le Fonds national d'apprentissage des professionnels puisse apporter un appui à la phase pilote. Donc c'est ce qui a été fait pour nous permettre donc de démarrer. Et nous sommes convaincus que très rapidement, au niveau du ministère de l'économie et des finances, les choses vont se mettre en place pour que de manière autonome, l'Institut puisse porter à échelle et évoluer dans cette formation initiale des formateurs. Comme je le dis, une machine qui fonctionne au niveau national, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu besoin de faire appel à tout ce qui est étranger. Nous travaillons avec les institutions au niveau national et nous sommes sûrs que ça va se pérenniser parce que le besoin est là, le gouvernement a donné le signal. Vous avez d'ailleurs vu que ça a été un communiqué conjoint qui a été signé par les deux ministres que nous saluons par rapport à l'accompagnement qu'ils nous apportent. D'ailleurs, c'est tout le secteur, tous les ministres sectoriels sont vraiment engagés dans ce processus pour nous accompagner dans la dynamique d'évoluer dans la réussite de ce système. Nous tendons pratiquement vers la fin donc, de cette émission parce que l'essentiel est dit, mais si le besoin se fait sentir, dès que la formation va commencer, on va encore recevoir les responsables impliqués dans ce projet de formation initiale des enseignants de l'enseignement technique pour vous éclairer davantage sur ce qui est en train de se faire. Je laisse la parole à M. Barona pour son mot de fin et M. Nguissan va terminer. Merci beaucoup, merci à Marcel. Et je crois que cette formation est une véritable opportunité pour les jeunes dont la tranche d'âge a été déjà située. Une formation qui allie à la fois pratique et théorie avec une dose plus prononcée de la pratique dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine même du métier abordé. C'est vraiment une occasion pour tous. Et c'est l'occasion de lancer en même temps un appel aussi aux entreprises parce qu'une telle formation, il y a aussi des partenariats tissés avec les entreprises et nous remercions au passage leur contribution, le Conseil national du patronat, la JET et toutes les autres organisations et des entreprises qui continuent par aider le sous-secteur de l'enseignement technique à pouvoir arrimer nos offres de formation aux besoins du marché. De même, les concessionnaires des véhicules et tous ceux qui disposent de ce type de spécialité où il faut se dire que nous sommes preneurs et prêts à aller vers pour pouvoir créer un dispositif de formation très efficace et de sorte qu'au sortir, les formés puissent avoir toute la compétence nécessaire pour dérouler leur formation aux apprenants. Okay. Merci Marcel et merci au plateau débat sur l'éducation qui nous a accueillis. Nous disons qu'on ne peut jamais réussir si on n'a pas l'appui de nos jeunes parce que s'ils ne viennent pas vers la formation, ça ne servirait à rien. Et donc, comme l'a dit déjà mon collègue, nous les encourageons à s'intéresser à cette formation. Le métier d'enseignant ou de formateur est un métier porteur. Nous en avons l'assurance. D'ailleurs, nous deux,
on est passé par les classes. Quel que soit le bac que vous avez? Oui, aujourd'hui, les bacs qui sont attendus pour cette formation, c'est les bacs industriels. Donc, nous les encourageons à venir vers nous. Et nous voulons profiter de ce plateau encore pour remercier tous les acteurs qui nous accompagnent. On a parlé des partenaires techniques et financiers, mais M. Baramna l'a dit, nous avons aussi tout ce qu'il y a comme secteur du privé qui nous accompagne. D'ailleurs, dans nos 2 organes de pilotage, notamment le CA de l'ENPP, les patrons d'entreprise sont représentés. Et également dans notre conseil scientifique et pédagogique, les patrons d'entreprise sont représentés. Donc c'est dire qu'on travaille vraiment avec leur accompagnement. Et merci à nos 2 ministres et d'ailleurs à tous les ministres du secteur qui nous portent et qui nous encouragent afin que nous puissions aussi, à l'instar de l'ENS, comme vous l'avez dit, ou bien des UNFPE, que l'UNFPE, en tant que cheville ouvrière du dispositif qui est mis en place, puisse vraiment réussir sa mission. Fidèles téléspectateurs, nous disons merci aux 2 directeurs vraiment qui sont venus nous éclairer sur le démarrage de cette formation initiale dès la rentrée scolaire 2025-2026. Et comme ils l'ont dit, les jeunes qui ont obtenu le bac et qui répondent aux critères de sélection, eh bien, qui s'approchent de l'INFPP pour pouvoir déposer leur dossier et se faire former. Nous disons merci à vous téléspectateurs qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat sur l'éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.